Bonjour, bonsoir. L'Union des démocrates humanistes, UDH, Yuki, du défunt Guy Brice Parfait Kolela, opposant congolais emporté par Covid-19 le 22 mars au lendemain de la présidentielle, a publié samedi 3 avril ses résultats partiels de ce scrutin et qui lui donne une large avance devant le président Denis Sassou Nguesso, déclaré vainqueur par les résultats provisoires officiels. Pour Lucrèce Nguedi, porte-parole de son parti, les résultats publiés par la CEI sont un hold-up électoral sur fond d'une grande mascarade. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Merci de toujours répondre à notre invitation. Oui, les résultats sont proclamés et comme je le disais tout à l'heure, le parti de Guy Brice Parfait Kolela, du défunt Guy Brice Parfait Kolela, fait sortir également ses résultats. Mais je dirais que ce n'est pas une surprise. On est habitué en Afrique à voir toujours les résultats entre guillemets officiels, parce que parfois ça ressemble aux résultats du parti de l'État, Ouais. les résultats de l'opposition et parfois même les résultats de la société civile. Je crois qu'il faut d'abord dire que c'est vraiment dommage, parce que quand on organise des élections, c'est pourquoi il est important que la transparence des élections, l'aspect démocratique, la crédibilité de ces élections soient là. Pour qu'elles ne soient pas contestées. Mais bien sûr, si les élections étaient crédibles, l'opposition du Congo n'a pas besoin de publier ces résultats. Elle se serait contentée des résultats qui sont publiés par les organes qui sont censés organiser ces élections et publier les résultats. Mais on l'a vu dans bien des pays, à chaque fois qu'on a donné le résultat officiel, l'opposant a donné son résultat. Parfois même, l'opposition a anticipé en donnant son résultat avant le pouvoir officiel. On assiste plus à cela. Oui, parce qu'on s'attend à entendre un certain nombre de choses. On anticipe pour dire voilà les résultats sur la base des procès-verbaux que nous avons. Et c'est à ça qu'on a assisté ici au niveau du Congo. Ce n'est véritablement pas une surprise. Ce qui me gêne surtout, moi, c'est encore, je ne sais pas, ce message prémonitoire de Kolela quand il disait au peuple congolais: même si je meurs, il faut continuer la lutte. N'acceptez pas. Voilà. Moi, c'est ça que je retiens surtout. Et je me dis que ceux qui ont organisé l'élection auraient dû y penser et publier des résultats qui ne soient pas contestables. Et lui, jusque-là, avant de lancer ce message, il ne connaît pas les résultats. Oui, c'est pourquoi j'ai dit prémonitoire, parce qu'on n'était pas encore à la proclamation des résultats. Mais bien sûr, il est allé à ces élections, tout comme d'autres Congolais, sans illusion. Les gens savaient très bien que M. Nguesso n'était pas en train d'organiser des élections pour les perdre. D'ailleurs, tout le monde disait que c'est lui qui va gagner les élections, en sachant exactement qu'on ne va pas laisser un opposant venir prendre le pouvoir aussi facilement au niveau du Congo. Mais vous voyez un peu ce que ça fait. Donc ce qu'il disait, c'est pourquoi j'ai dit que c'était prémonitoire. Il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Mais parmi les dernières choses qu'il a eu à dire, mais il y a une vérité, il y a un appel qui est lancé à la population du Congo et surtout au pouvoir congolais, pour qu'au moins, pour une fois, que les gens se mettent en règle. Parce que cela veut dire que lui, il a passé toute sa vie à lutter pour ça. Et jusqu'à la mort, il a continué à lutter, parce que quelqu'un qui est sous assistance respiratoire, qui enlève son masque, qui tient encore à montrer qu'il continue la lutte, mais ça veut dire qu'il y a de sérieux problèmes qu'il faut régler dans un tel pays. Cette sortie de UDH, Yuki, qu'est-ce qu'elle peut changer, Mamadou? Malheureusement, ça ne risque pas de changer grand-chose, bien que quand on regarde les résultats qu'ils ont publiés, comme d'habitude, c'est complètement l'opposé des résultats officiels. Effectivement. C'est vrai qu'ils n'ont pas publié l'intégralité des résultats. Ils disent 20%. 20%, mais sur les 20%, Guy Parfait, le défunt, a plus de 64% des voix. Sassou Nguesso a environ 31% des voix. Alors que quand vous regardez les résultats officiels, c'est tout le contraire. Sassou Nguesso a 88% et Guy Parfait a 7%. Vous voyez que la différence, elle est énorme. Maintenant, comme d'habitude, malheureusement, à quoi servent nos mécanismes qui organisent les élections? À quoi servent nos mécanismes qui supervisent les élections? À quoi servent ces observateurs qu'on voit, nationaux, internationaux, de partout, qui viennent assister à des élections? On est là avec deux résultats qui ne sont pas compatibles. On n'est pas à une erreur près.
On aurait pu comprendre, bon, il y a peut-être des erreurs, etc. Les résultats sont assez proches, mais ça, on a des résultats complètement l'un à l'opposé de l'autre. Mais c'est aujourd'hui qu'on doit entendre maintenant ces structures. Parce qu'on a entendu un camp, on a entendu un autre camp. Il serait bon, comme disent les journalistes, qu'on puisse faire une triangulation, qu'il y ait un troisième camp qui ne soit ni d'un camp ni de l'autre, qui donne des chiffres. Et pour qu'on essaie maintenant, après, de voir quels sont les chiffres qui sont les plus proches de la réalité. Et c'est possible. Parce qu'il faut arrêter de nous faire croire à ce qui n'est pas possible. Quand on n'est pas d'accord sur les élections, mais il suffit, devant des témoins, de recompter les voix. Et c'est parfaitement possible. Voilà. Parce que c'est prévu dans le processus électoral. C'est pourquoi les urnes sont gardées pour qu'en cas de besoin, qu'on puisse à nouveau recompter les voix. Ouais. Quand Donald Trump a remis en cause les élections dans certaines zones, mais les urnes ont été mises encore à disposition, les bulletins ont été recomptés et le recompte des bulletins a confirmé la victoire de Biden. Mais on doit voir cela également en Afrique pour que, une bonne fois pour toutes, qu'on ne soit plus toujours dans des conflits électoraux où après, on a un président élu entre guillemets, un président légitime de l'autre côté, et durant tout un mandat, vous avez des marches pour contester un président qui a été élu, avec tout ce que cela a comme conséquence sur les blocages du pays, sur le plan économique, sur le plan politique, et même d'un point de vue relations internationales. Est-il nécessaire aujourd'hui de s'appuyer encore sur ces observateurs? Parce que c'est la même chose qu'on voit à chaque moment et dans tous les pays. Oui, mais malheureusement, si vous allez en France, il y a quels observateurs quand on organise les élections? Les observateurs ont leur place, puisque vous avez deux camps qui ne se font pas confiance. Ouais. On espérait trouver un troisième camp, qu'on considérerait comme neutre, donc qui puisse permettre, en cas de problème, au moins de dire ce qui s'est passé, de donner, entre guillemets, le bon chiffre. Mais malheureusement, très rarement, ces observateurs ont joué le rôle qu'on attend d'eux. Malheureusement, de plus en plus, même les gens les considèrent automatiquement comme des corrompus. On dit toujours, ils sont passés à l'hôtel, ils ont pris telle enveloppe, ils ont fait ceci. C'est vrai ou c'est pas vrai, ce n'est pas important. Mais ça montre que, en termes de crédibilité, on est en train de ne rien attendre de cela. Mais imaginez des élections sans observateurs. Parce que si avec observateurs, il y a problème, mais imaginez sans observateurs à quoi cela va ressembler. Je crois qu'il suffit que l'observation soit une véritable observation. Ça s'est vu dans certains pays. Ça s'est fait au Sénégal. Ça s'est fait en RDC avec les observateurs de l'Église catholique. Mais malheureusement, quand ils ont montré les résultats, on ne les a pas écoutés. Mais ça permettait au moins une chose, de montrer que les observateurs peuvent jouer un rôle important dans le fait qu'on ait des élections qui soient des élections libres. Mais il faut bien que ce soit de vrais observateurs. Pas des gens qui sont partisans, parce que dès que tu es partisan, on ne peut plus t'appeler observateur, tu es déjà rentré dans un camp. Observateur suppose que tu n'es ni d'un camp, ni de l'autre, tu observes et puis après tu décris la réalité que tu as observée et cela aurait pu permettre d'améliorer les résultats des élections, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour une partie des observateurs, parce que ce n'est pas la totalité quand même des observateurs. Qu'est-ce qui empêchait Mamadou Mathias Jean, qui est arrivé en troisième position, Guy Parfait Kolela, et toute l'opposition congolaise d'être unie et faire face à ce baobab qui est le président Denis Sassou Nguesso? Ça se passe partout en Afrique aussi. C'est une des grosses difficultés dans nos pays. On va vers des élections où, dans plusieurs pays, la dispersion des forces fait l'affaire du candidat au pouvoir. De façon générale, c'est ça le tableau. Et quand vous écoutez les analystes politiques parler, à chaque fois qu'ils parlent d'un pays, souvent une des stratégies la meilleure, c'est que l'opposition fasse un front, un bloc, pour aller à la conquête du pouvoir. Ouais. Souvent, ils parviennent à faire un bloc. Mais à l'approche des élections, quand je dis parviennent à faire un bloc, pour dénoncer le processus électoral, pour réclamer des élections libres, etc., vous avez un bloc. Mais dès qu'il faut déposer les candidatures, vous allez voir, le bloc commence à s'effriter, parce que chacun dit le principe. Oui. On doit avoir un candidat unique, mais en le disant, il ne continue pas la phrase pour dire « et le candidat unique, c'est moi ». Mais la conséquence, quand tout le monde dit « c'est moi », vous voyez un front qui est là au moment où on en a le plus besoin. Le front se disperse. Chacun part de son côté. Et ça fait qu'après, les populations même se posent la question, mais est-ce que ceux-là sont mieux que ceux qui sont au pouvoir?
Parce que finalement, c'est comme si chacun est en train de prêcher pour son propre intérêt, alors que l'intérêt des populations, c'était que les gens se mettent ensemble. Mais ne nous trompons pas également, l'État ne va pas regarder l'opposition s'organiser, faire son front pour venir lui tomber dessus, sans essayer de mettre des pots de banane pour disperser. Parce que, comme je dis, en politique, chacun cherche des opportunités. Et bien sûr, l'opportunité pour le pouvoir ne sera pas la même chose que pour l'opposition. Chacun met des pots de banane pour pouvoir mettre l'autre dans des conditions les plus difficiles afin de gagner les élections. Mamadou, on va se mettre dans une scène, on peut dire, qui serait difficile à réaliser. Supposons qu'on revoit les choses et que Guy Brice Parfait Kolela gagne. Qu'est-ce qui va se passer? Qui sera président? Mais il n'y a pas de souci. Je ne connais pas les textes du Congo en la matière, mais dans les pays démocratiques, c'est des choses qui sont prévues. Puisque tout le monde sait qu'on gagne les élections, on organise les élections à une date déterminée. Souvent, entre la date de l'élection et l'investiture, il y a tout un temps qui se passe. Je ne connais pas exactement les tests du Congo, mais on a vu ce qui s'est passé au niveau du Burundi. Oui, du Burundi. On a organisé les élections. Nkurunziza devait passer le pouvoir. Il est décédé avant d'avoir remis le pouvoir. Ce qui était prévu, c'était un intérim. Les gens ont trouvé que c'était compliqué de mettre un intérim pour quelque temps et autre. Ils ont revu les choses. Et ça aussi, c'est un passage sans doute en force. Oui, mais ils ont remis immédiatement le pouvoir à celui qui a gagné les élections. Certainement, il doit y avoir quelque chose comme tel au niveau du Congo en termes d'intérim pour que les gens voient comment faire, puisque celui qui a gagné les élections finalement n'est pas là pour pouvoir prendre le pouvoir, et que les juristes règlent ce problème, parce qu'on ne peut pas ne pas le prévoir, parce que quand l'homme part, généralement, il n'est lui-même pas au courant, à plus forte raison, les autres. Parlant justement de l'Union des démocrates humanistes, le parti de Guy Brice Parfait Kolela, quel est l'héritage que ce monsieur laisse? C'est tout le problème de nos partis d'opposition de façon générale. Les partis sont très ancrés sur les personnes. De sorte que souvent, que ce soit au pouvoir, que ce soit dans l'opposition, dès que le leader s'efface, ou bien s'il quitte ce monde, c'est la déconfiture qui suit. Et quand ce n'est pas la déconfiture, c'est le forcing. C'est le forcing en termes de, Kolela est là, c'est lui le responsable du parti. Si c'est lui qui a de tout le temps financé le parti, son cousin ou bien son oncle va venir dire que c'est notre affaire, c'est notre propriété. C'est ce qui a failli se passer au Sénégal entre Wade et son fils, et tout le monde a vu le résultat. On a vu ça également dans d'autres pays. Ça s'est vu également au pouvoir où le père cède le pouvoir à son fils. C'est pourquoi j'ai dit du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir, on le voit. Parce que généralement, aussi bien dans l'opposition que dans le pouvoir, il est mal vu qu'il y ait un numéro 2. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est prêt, qui a les compétences, qui a les valeurs qu'il faut pour pouvoir prendre la place du premier. On le regarde souvent comme quelqu'un qui est déjà en train de scier la chaise sur laquelle est assis le premier. Alors que non, on doit y en avoir pas un, mais plusieurs. Et ça fait que si le chef disparaît pour une raison ou pour une autre, non seulement il y a une alternative, mais il y a un choix, même pour ce qui est de l'alternative. Ça ramène ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le président Ouattara, qui était obligé de revenir dans le combat politique. Alors qu'il avait fait ses adieux, quand Dieu a décidé que son dauphin ne va pas participer aux élections, il est carrément revenu dans les rings, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas un autre plan en dehors de Gon Coulibaly. Et si lui, il ne se présentait pas, le parti allait être dans la déconfiture, parce qu'on est sûr qu'il allait y avoir plusieurs candidats pour le RHDP. Donc, il n'y a pas ce travail qui est fait. Il n'y a pas cette démocratie à l'interne, au niveau des partis de l'opposition de façon générale. Et malheureusement, UDH ne fait pas exception. Allez, merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Allez, on va marquer donc une petite pause et on revient pour recevoir l'invité.